Et en fait, j'avais été un peu ébahie par les résultats qui montraient une profonde déconnexion en fait entre les besoins des millennials, des Z et de ce que le marché du travail a à offrir. Ah, mais cette semaine, j'ai eu 30 heures de rencontres. Mais tu travailles quand? C'est ça. Quand on passe à la semaine de 4 jours, on donne littéralement une journée de congé de plus à nos employés par semaine. Ça a également un impact sur l'équité des genres. La semaine de 4 jours a montré de plus en plus que ça va rééquilibrer, surtout dans les familles, la charge mentale. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Alexandra, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnelle. Ça me fait plaisir. Puis, en fait, le sujet de notre conversation aujourd'hui, ça va être en général la semaine de 4 jours et le bien-être et le développement personnel sur le milieu du travail. Mais avant tout ça et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Oui, bien avec plaisir. Moi, dans le fond, la plus grande partie de mon parcours professionnel a commencé dans un organisme à but non lucratif qui s'appelle Academos. Rapidement, l'Academos a pour mission d'aider les jeunes à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est du mentorat virtuel. Et de par cette mission-là, on faisait souvent des études sur les besoins des générations. Donc, il y a eu les besoins des millennials, les besoins de la génération Z qui est en ce moment, qui arrive sur le marché du travail. Et en fait, j'avais été un peu ébahie par les résultats qui montraient une profonde déconnexion en fait entre les besoins des millennials, des Z et de ce que le marché du travail a à offrir. Et donc là, j'avais ça en tête, puis je trouvais ça bien particulier. Donc, chez Academos, je commençais déjà à penser à comment on pourrait outiller les entreprises pour l'arrivée, en fait, des nouvelles générations sur le marché du travail. Puis là, entre-temps, je suis partie pendant 8 mois autour du monde. J'ai pris une petite sabbatique. J'ai eu le décès d'un de mes très bons amis. Et cette espèce d'enchaînement de choses qui sont arrivées, en fait, en sorte que j'ai un peu changé mon rapport au travail, le sens que je voulais y apporter, comme si la vie devenait comme plus importante, la vie personnelle et personnelle en même temps. Et là, la pandémie, j'ai rencontré Judith et Thomas. En fait, Judith, je la connaissais déjà. Elle travaillait pour moi chez Academos. Judith, associée et cofondatrice de Boîte-Pack. Et en les rencontrant, j'ai réalisé en fait que je voulais travailler chez Boîte-Pack parce qu'en fait, on a créé cette mission-là qui est un peu de rénover le marché du travail, j'ai envie de dire, là. Puis, tu as parlé justement de chez Academos. Je me souviens, quand j'étais au secondaire, on nous parlait beaucoup d'Academos justement pour connaître nos parcours, nos différentes options et tout ça. Puis, tu as dit que tu as fait une étude qui regardait en fait les besoins sur le milieu du travail entre les milléniaux et les Gen Z, c'est ça? Oui. C'était quoi les principales différences entre ces deux générations-là? En fait, c'est plus... ils étaient mixés ensemble, en fait. Okay. C'est un sondage qui était fait avec Léger. Oui. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce qui diffère les Z et les millennials, parce que les Z et les millennials, se ressemblent quand même beaucoup. Mais ce qu'ils ont comme différence avec les X puis les boomers, par exemple, c'est un grand besoin d'équilibre avec le travail. Je pense qu'ils ont vu beaucoup leurs parents épuisés, faire des burn-out, etc., ou des parents pas présents à la maison. Il y a un grand besoin de plaisir au travail et pas juste quelque chose de sérieux. Je me rappelle encore que c'était moins axé sur l'argent, mais plus sur l'autonomie puis les défis professionnels, une grande envie de s'épanouir au travail, d'avoir du sens au travail. Puis après, il y avait toutes les valeurs autour de l'équité des genres et de l'environnement. On veut un employeur qui va faire quelque chose pour la planète, qui va pas rester dans le statu quo, sachant que la planète va pas bien. C'était ça, les grands besoins, je dirais. C'est intéressant parce que c'est ça. Je pense que dans ma génération, avec mes amis, on en parlait aussi. Puis le critère numéro 1 quand on choisit une entreprise, c'est est-ce qu'on se sent bien? Puis est-ce qu'on sent que notre employeur vient nous supporter dans nos besoins? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Pas juste au niveau professionnel, mais ce qui nous offre aussi la possibilité d'avoir une vie personnelle qui est épanouie et de travailler sur nos projets personnels si on en a, de partir en voyage si on en a envie, de pouvoir prendre des pauses de santé mentale, admettons, de pas nécessairement travailler tous les jours au bureau. Puis je pense que c'est un gros chiffre qu'on a vu aussi depuis la pandémie d'un milieu qui est passé, disons, 100% en présentiel à un milieu qui est hybride et la santé mentale des gens, je pense que ça l'a quand même beaucoup aidé aussi.
Tout à fait. Puis tantôt, tu me demandais la différence entre les Z puis les millennials. Puis je me suis rappelé que j'ai lu une étude. En fait, Academos a continué à vivre quand je suis partie. Là. Puis on refait une étude récemment. Puis je me rappelle avoir lu que la flexibilité, dont la semaine de 4 jours, mais également simplement la flexibilité, c'est un besoin immense. Toi, t'es une Z, si je comprends bien. Je suis née en 2000. OK, ben c'est ça. Moi, je suis une millennial, donc je me reconnaissais énormément dans la première étude. J'étais là, oh mon Dieu, OK, je suis pas la seule. En fait, à la base, moi, je pensais que j'étais une misfit du marché du travail parce que je voulais travailler 4 jours par semaine, parce que je voulais avoir du fun au travail. Puis j'avais trouvé ça chez Academos, mais je sentais qu'il y avait pas grand place qui pouvait m'offrir ça, en fait. Il y avait pas beaucoup d'entreprises qui mettaient de l'avant l'équilibre, les valeurs, qu'on pouvait aussi vraiment avoir du sens au travail. Ben oui. Tu sais, je veux dire, quand on regarde juste aussi la quantité de temps en général qu'on perd à se rendre au travail, relatif, là, mais je veux dire, tu sais, moi, à l'époque, quand j'étais chez mes parents, pour me rendre au travail, ça me prenait 50 minutes. Revenir le soir, un autre 50 minutes. Ouais. Déjà, là, dans ma journée, c'est 2 heures. Que si j'étais restée à la maison, j'aurais soit pu avoir 1 heure extra de sommeil, j'aurais pu lire un livre, admettons, pour plus m'instruire. Ouais. On peut faire ça dans le métro, mais quand même, ça reste que la perte de temps dans le travail est quand même réelle. Oui. Puis, ça demande aussi beaucoup mentalement te préparer le matin, te demander comment tu vas t'habiller, se rendre. Les pannes de métro, c'est stressant. Donc, oui, je pense qu'il y a un aspect aussi qui est très, très pratique au travail hybride qu'on n'avait pas vu avant et que je pense qu'on se mettait un peu la tête dans le sable en disant « Oh non, ça va pas être possible », mais c'est une réalité qu'on a vu qu'il l'était. Tout à fait. Puis, il y a différentes personnalités aussi. Là. Mon copain, il est introverti. Puis, pour lui, travailler 5 jours par semaine du bureau, ça sera vraiment pas la version de lui la plus productive parce que rien le dérange. Puis, c'est bien beau d'avoir des écouteurs qui évitent le son, mais à ce moment-là, pourquoi tu es au bureau si toute la journée, tu vas t'enfermer dans ton bureau? Donc, je pense que c'est Sonia Lupien, dans un de ses livres, qui en parle quand même beaucoup du hybride. Donc, ça devrait être le bureau pour les journées où il y a beaucoup de meetings, où on a besoin d'avoir des brainstorms en équipe. Mais pour ce qui est du travail plus personnel, professionnel, ben, on devrait travailler un petit peu plus de la maison. Il y en a qui sont pas capables, puis c'est bien correct, puis ils peuvent aller au bureau, mais le fait d'obliger que tout le monde soit au bureau 5 jours par semaine, ça peut avoir des effets négatifs. Ouais. Définitivement. Rendu aujourd'hui. Puis, je veux dire, moi, dans mon entreprise, on a une journée aussi, 1 fois par mois, qui est techniquement un No Meetings Day. Oui. Donc, admettons vraiment juste pour faire du travail, focus. Parce qu'en général, la vie devient tellement aussi hectique et rapide qu'on oublie souvent de prendre le temps de juste s'asseoir, focuser sur nos projets, de ne pas avoir la tête à 1000 endroits en même temps. Exact. Donc, pour revenir à Boîte Pack, vous avez été fondée en quelle année en tant que telle? Mon Dieu, je dirais que je suis pas sûre, mais je pense que j'ai envie de dire 2020. 2020, OK, c'est ça. Donc, c'est assez récent. Exact, pendant la pandémie. On vient de fêter nos 5 ans. Ah! 2019. On a fêté nos 5 ans. Donc, juin 2019, c'est que je n'étais pas là. Donc, cette date m'échappe. 2019, Thomas il était dans sa chambre en train de créer Boîte Pack. OK. Je continue sur l'histoire? Absolument, ben oui. Donc, il était dans sa chambre en train de créer Boîte Pack. Puis, Judith et moi, on travaillait chez Academos. Et la pandémie oblige que, malheureusement, Academos a mis à pied 80% de ses effectifs. Moi, je suis restée parce que j'étais une chef. Judith a été mise temporairement à pied. Et pendant ce temps-là, elle a rencontré Thomas. Puis, on commençait à travailler ensemble. Puis, lui, il cherchait vraiment une cofondatrice. Puis là, elle m'a appelée puis elle m'a raconté ça. Puis, je disais, ben là, je savais ses projets, qu'elle voulait devenir une entrepreneur un jour. Puis, j'ai dit, ben oui, vas-y, tu sais. Ce qu'on savait pas, c'est que quelques mois plus tard, Judith est tombée enceinte. Okay. Et là, elle s'est cherchée une remplaçante de congé de maternité. Puis moi, j'avais fait le tour. Là. Ça faisait 5 ans que j'étais chez Academos. Et ils m'ont demandé de venir travailler pour eux. Puis j'ai juste mis les points sur les i dès le début. Puis j'ai dit, moi, je suis une entrepreneur. Je ne suis pas une entrepreneur. Je veux pas m'associer avec vous. Je vais être une employée. Ils ont dit, parfait, pas de problème, c'est bon. Mais après, comme 1 semaine où je suis arrivée, mon discours a profondément changé de direction, puis je me suis dit, non, mais c'est parce que c'est ma mission personnelle qui est dans cette entreprise-là. C'est exactement ce que je veux véhiculer. Donc, c'est ça la petite histoire de notre équipe. Là, on est devenus les 3 associés, puis après ça, après très peu de temps, je suis moi aussi tombée enceinte, puis on a engagé nos 2 employés qui sont là aujourd'hui. Donc, en ce moment, vous êtes 5 personnes, c'est ça? Exact. 5 consultantes, donc 4 filles et un garçon. Puis, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a influencé Thomas un peu à partir Boîte Pack, justement? C'était quoi l'idée de base en 2019 qui a fait en sorte qu'il voulait faire ça?
Ben, Thomas, c'est quand même un avant-gardiste. C'est quand même j'arrête pas de lui dire, là, mais c'est un gars très progressiste. J'ai rarement vu, tu sais, il parle de ses émotions déjà. C'est comme, il est ouvert. Il voulait une cofondatrice absolument. Il est très entrepreneur dans l'âme. Je pense qu'à la base, là, il n'y avait pas nécessairement Boîte-Pack en tête, mais c'est arrivé qu'il a pris un stage chez G-Soft, une entreprise québécoise, et il les a aidés à devenir B Corp. Puis après avoir fait tout le processus pour cette entreprise-là, il avait développé tous ces mécanismes. C'était vraiment comme un accompagnement qu'il avait fait, puis il se disait, ben mon Dieu, je pourrais juste aider une autre, puis une autre, puis une autre. Donc, il s'est un peu dit, ben pourquoi j'aurais fait ça juste une fois? J'ai eu tellement de fun, je vais le refaire une autre fois. Puis, il était comme dans un déjeuner réseautage. Il n'avait même pas encore parti son entreprise, qu'il y a une madame qui parle, puis qui lui dit, en tout cas, moi, si tu veux aider d'autres, moi, je suis preneuse. Puis, il a dit, oui, oui, c'est ça que je fais maintenant, tu sais, mais c'était même pas parti encore. Donc, c'est drôle parce qu'à la base, il voulait appeler ça juste Pâques. Okay. Mais l'Office de la langue française a voulu qu'ils mettent le boîte devant, puis c'est devenu Boîte-Pack, puis ça sonne, en tout cas, à mon sens, mieux que juste Pack. Moi, c'est ça, il y a l'aspect marketing aussi de Boîte-Pack. Oui. Puis pour ceux qui le savent peut-être pas, c'est quoi en tant que tel le B Corp? Oui, la certification B Corp, c'est une certification mondiale qui est née aux États-Unis, mais qui maintenant, vraiment, là, il y en a partout dans le monde des B Corp. Et en fait, le principe d'une B Corp, c'est qu'on va avoir un meilleur impact sur les humains et sur la planète. Et ça va se voir à travers 5 piliers. Donc, le pilier de la gouvernance, donc avoir une gouvernance plus responsable, faire en sorte que nos employés vont avoir leur mot à dire dans les prises de décision, mais également d'avoir une mission qui a un impact soit sur les humains, soit sur la planète. Pas juste pour le profit, mais bien pour un monde meilleur. Deuxième pilier, les employés. Donc, encore une fois, on veut aller s'assurer que les employés y ont un bon développement professionnel, un bon salaire, mais également tout le côté là, santé mentale et bien-être des employés. Donc, gouvernance, employés, environnement, bien sûr, clients, donc s'assurer qu'on a un impact positif sur nos clients. Et le dernier qui est communauté, qui est super intéressant, il va ça va être tout ce qui est équité, diversité, équité et inclusion, mais également la stratégie communautaire d'une entreprise. Donc, est-ce qu'ils font des dons? Est-ce qu'ils font du bénévolat? Donc, c'est vraiment une structure, en fait, pour avoir une entreprise qui est plus responsable, je dirais. Puis en tant que tel, c'est un avantage sur le marché du travail avoir cette certification-là. Tout à fait, parce que on peut être entreprise de services ou de produits. Je pense que la plupart des gens connaissent plus les entreprises qui sont des entreprises à produits, donc The Unscented Company, par exemple, qui sont B Corp, Patagonia, Prana, ici au Québec, donc comme Cielé, les casquettes Cielé sont devenues B Corp. Donc, c'est plus facile de remarquer les entreprises produits, mais il y en a de plus en plus des entreprises services qui deviennent des B Corp. Puis ça, c'est bon pour tout ce qui est aller chercher des nouveaux employés, la rétention des employés. Donc, voilà. Puis est-ce que tu vois des différences entre les entreprises qui offrent des produits et des services dans la manière dont tu as évalué le B Corp ou est-ce que ça reste vraiment globalement les mêmes choses? Ça reste les mêmes 5 piliers. Ceci dit, c'est une très bonne question, Juliette. C'est que le questionnaire qui permet de devenir une B Corp, c'est un questionnaire en ligne qui va être séparé sur les 5 piliers. OK? Et le questionnaire, globalement, il y a 200 questions. La chose qui est vraiment cool avec le questionnaire, c'est que les questions vont se mouler un peu selon ce que tu réponds. Si tu dis que tu as une gouvernance très démocratique avec un conseil d'administration versus si tu dis que tu as un seul dirigeant, les autres questions qui vont suivre vont pas être les mêmes. Donc, les entreprises à produits vont avoir des réponses différentes dans la section environnement parce qu'ils ont un produit. Donc, ils ont des emballages. Ils ont la création du produit. Les entreprises de services n'ont pas de produit. Dans la section environnement, ça va être beaucoup plus l'immobilier où ils sont. Est-ce qu'ils louent leur bureau ou est-ce qu'ils sont les propriétaires de leur bureau? Puis là, on va aller voir est-ce qu'ils font du compost, est-ce qu'ils font du recyclage, mais aussi leur déplacement. Mais c'est pas mal. Dans l'entreprise de service, diminuer son empreinte environnementale, c'est quand même pas là qu'il y a le plus grand espace de jeu pour nous en tant que consultants. On met une politique de déplacement alternatif ou actif en place, puis ça peut aider. C'est une bonne idée, ça. Parce que c'est ça, je me disais, parce qu'environnement, quand tu as un service,
En même temps, c'était en ligne, il y a aussi l'impact de comment est-ce que tu opères tes ordinateurs, c'est ça? Oui. Des données, est-ce que tu utilises de l'IA? Parce qu'on sait très bien que l'IA aussi consomme beaucoup, beaucoup plus d'énergie qu'un ordinateur que tu fais une recherche sur Safari. Exact. Donc, vraiment intéressant. Oui. Je savais pas que justement que ça allait différer selon les deux produits-services. Oui. Mais est-ce qu'en tant que tel, la semaine de 4 jours qu'on a parlé peut rentrer dans le B Corp? Est-ce que ça a été un dérivé du B Corp? Comment est-ce que ça en est arrivé à cette mise en place? Ben c'est vraiment une bonne question. En fait, oui, on essaye, nous, de plus en plus de faire connecter les deux ensemble, et même le B-Lab, qui est l'organisme à but non lucratif qui a fondé la certification B Corp, sont passés à la semaine de 4 jours il n'y a pas longtemps. Donc, on peut voir que la semaine de 4 jours va, en termes de gouvernance, ce que ça va faire, c'est que ça va... on va ajouter toujours une couche d'horizontalité quand on passe à la semaine de 4 jours. Forcément, faut que les choses se passent un petit peu plus vite. Tu peux pas attendre autant de demander à 1, puis à 2, puis à 3 couches de hiérarchie avant de passer à l'action. Fait que je dirais que là, c'est bon pour la gouvernance, mais surtout employés. On s'entend, quand on passe à la semaine de 4 jours, on donne littéralement une journée de congé de plus à nos employés par semaine. Ça a également un impact sur l'équité des genres. La semaine de 4 jours a montré de plus en plus que ça va rééquilibrer, surtout dans les familles, la charge mentale. Les hommes qui passent à la semaine de 4 jours vont donner plus de temps dans le foyer, alors que les femmes vont pouvoir prendre plus de temps pour elles. Et un impact sur l'environnement, parce que la journée qu'on passe pas au bureau, on se déplace pas pour y aller, les lumières sont pas autant ouvertes, et les gens consomment de façon plus consciente et responsable quand ils sont à la semaine de 4 jours parce qu'ils ont le temps. Donc, le vendredi, ils vont pas prendre leur voiture pour aller au Costco, ils vont aller à pied faire leur commission dans leur quartier. Mais nous, Boîte-Pack, on a fait les choses un peu à l'envers. Donc, on est devenu 4 jours. On est passé à la semaine de 4 jours automatiquement quand je suis arrivée chez Boîte-Pack. Okay. Donc, c'est pas un produit de notre certification B Corp. Ça aurait pu, tout à fait. C'était super intelligent comme corrélation que tu as pu faire dans ta tête. Mais c'est que moi, j'étais déjà à la semaine de 4 jours chez Academos après mon long voyage dont je te parlais tout à l'heure. Quand je suis revenue de ce long voyage-là, puis je suis revenue chez Academos, j'ai demandé de travailler 4 jours parce que j'avais adoré le sentiment de liberté pendant mon 8 mois de sabbatique. Puis je m'étais dit, faut que je garde ça précieusement dans ma vie. Et donc, c'était les vendredis de congé pour moi. Et quand je suis arrivée chez Boîte-Pack, j'ai tout de suite mis ça en branle. Les deux, Judith et Thomas, Judith était déjà maman, m'a dit, ça m'intéresse, comment on fait? Donc, on l'a vite mis en place chez Boîte-Pack. Puis le service est né, en fait, parce que nos clients nous demandaient, mais comment vous faites? Ouais. Comment vous faites pour travailler 4 jours? Comment ça fonctionne? Nous aussi, ça nous tente. Bien justement, je vais te poser la question, comment est-ce que vous faites pour passer d'une semaine de 5 jours à 4 jours? Puis, avant de répondre à ça, est-ce que, dans le fond, la semaine de 4 jours a été implémentée lorsque tu es arrivé en 2020? C'était ça? 2021. 2021, ouais. OK. Donc, comment est-ce que vous faites une semaine de 4 jours pour rentrer techniquement la productivité d'un 5 jours, disons? Oui, en fait, ce qu'on fait chez les organisations qu'on accompagne puis qu'on a fait, nous, chez Boîte-Pack, on revoit tous les meetings. Donc, on va s'assurer que chaque meeting a vraiment sa raison d'être. Il y a beaucoup de meetings dans les organisations. Moi, j'appelle ça la réunionnite aiguë. Des entreprises où des fois, je parle avec mes amis puis qui me disent « Ah, mais cette semaine, j'ai eu 30 heures de rencontre. » Mais tu travailles quand? C'est ça. Donc, on apprend vraiment aux entreprises qu'on accompagne à réduire le temps des meetings, même réduire leur fréquence. Donc, si, par exemple, vous avez « Ah, ce meeting-là, cette rencontre-là, on l'a à toutes les semaines. » On va dire, OK, est-ce que c'est possible que vous l'ayez aux 2 semaines ou même au mois, par exemple? Donc, juste là, ça peut faire une grande différence. Et après, on met en place l'auto-éjection qui est dans les entreprises. On va aller le normaliser. OK, si vous êtes dans une rencontre puis vous sentez que vous avez plus intérêt à être là, c'est pas pertinent, vous seriez plus pertinent justement à faire autre chose, vous pourriez avoir votre code interne dans l'entreprise, mais avoir un petit code pour dire « Ciao, bye, moi, je suis plus pertinente ici, je me retire. » Donc, voilà. Puis, on voit vraiment la stratégie. Vraiment, la stratégie autour des meetings, elle est incroyable parce que c'est vraiment que les gens mettent pas de raison d'être la plupart du temps à leur meeting, puis ils donnent pas de devoir avant une rencontre. Donc là, les gens se retrouvent dans la rencontre puis ils se disent « Mais on est en train de lire un document tous ensemble alors que moi, je l'ai déjà lu ou un autre tel, lui, il l'avait pas lu. » Fait que ça fait en sorte que dans les rencontres, on perd énormément de temps. Ça.
Deuxième chose, c'est qu'on va parler de techniques de productivité. Donc, les plus basiques, mais qu'on va aller expliquer vraiment quelle technique de productivité est pour quelle tâche. Donc, Pomodoro, le flow, la méthode du batching. Je m'excuse, c'est tous des noms anglais, là, mais c'est les termes. C'est les termes. Puis, on va aller vers vraiment du time boxing, en fait. Donc, on va vraiment s'assurer que les gens soient en mesure de travailler de façon plus efficace. Mais le but de travailler 4 jours, c'est pas non plus de devenir des petits robots, là. Mm-hmm. C'est juste qu'on s'est vraiment rendu compte que sur une semaine de 5 jours, les gens perdent énormément de temps. Donc, c'est ça qu'on va voir. On va revoir les horaires. Donc, il y a plein de choses qu'on peut revoir pendant la semaine de 4 jours pour justement tout amener. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire une phase test. Donc, on va se dire, OK, on le laissait pendant 3 semaines, 3 mois. Dans les entreprises qu'on fait, c'est un projet pilote qu'on va faire sur 3 mois. Et là, pendant cette moment de phase test-là, on s'assure vraiment de demander comment ça va à tout le monde. Qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui marche pas pour toi. Mais vite, on se rend compte que si tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose en une semaine, ça va y prendre une semaine de le faire. Si tu demandes à quelqu'un de le faire en une journée, ça va y prendre une journée de le faire. Donc, on se rend vite compte que la motivation de travailler seulement 4 jours pour tous les employés qu'on accompagne, elle est tellement immense que les gens y arrivent à avoir la motivation de faire leur tâche comme plus rapidement, j'ai envie de dire. Puis, tu as parlé des meetings et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut tous comprendre étant dans le marché du travail. Puis, on s'entend, this meeting could have been an email. C'est une phrase qu'on entend beaucoup trop souvent. Mais est-ce que tu as des trucs, en fait, à donner pour optimiser, dans le fond, le temps de réunion? Et comment, justement, tu disais de s'auto-éjecter, mais sans que les autres le prennent mal non plus? Mais c'est pour ça qu'il faut le normaliser puis en parler en gang. Donc, nous, dans l'entreprise ou quand on accompagne les entreprises, on va le dire en pleine formation d'employés, leur donner le go pour dire, à partir de maintenant, l'auto-éjection, vous avez le droit, elle est tolérée. Puis, mais peut-être avoir un petit signal, tu sais, d'écrire dans le chat, c'est tout pour moi, j'ai quelque chose d'autre qui commence ou quelque chose comme ça. Mais oui, en effet, faut pas que ça devienne irrespectueux. Mais ce qu'on met en place, c'est qu'on demande à tout le monde d'avoir un titre de rencontre qui dit ce que votre rencontre va être pour vrai. La plupart du temps, c'est, je sais pas moi, projet X. OK. Est-ce que vous allez créer le projet X? Est-ce que vous allez faire le plan de travail du projet X? Est-ce que vous allez faire l'étape 1 du projet X? Donc, on amène les gens à vraiment avoir le bon titre de ce que c'est la rencontre. Ensuite, on va dire, il faut que tu aies un objectif. C'est quoi qui doit être accompli d'ici la fin de la rencontre? Quand tu n'as pas d'objectif, en fait, tu sais pas sur quoi tu travailles. Puis là, on va avoir un ordre du jour. Et pour chaque ordre du jour, c'est un peu intense, mais on met le nombre de temps que ça va prendre. Ouais. Et la personne qui va un peu comme animer ce point-là. Donc ça évite des débordements. Ça évite de passer beaucoup plus de temps sur le point 1 que sur le dernier point qui, dans le fond, est tout aussi pertinent. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner, mais surtout de faire repenser aux gens qui tu invites dans ton événement. C'est quoi sa pertinence? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être 5 ou est-ce que ça pourrait être fait à 2 personnes? Et comme tu le disais tantôt, est-ce que au début même, avant même de créer la rencontre, de se demander est-ce que ça pourrait être un courriel? Parce qu'on met en place aussi les messages vocaux, là. Nous, on a Slack, il y en a plein de chats internes, mais un message vocal, des fois, ça peut vraiment faire office de règlement de beaucoup de choses. Ouais. Puis on parlait aussi des courriels, je veux dire, comme des fois, moi, personnellement, j'ai l'impression que lorsque c'est quelque chose qui est écrit et que je peux lire, il y a aussi une trace qui reste derrière. Ça reste beaucoup plus dans mon cerveau et j'ai l'impression que je peux y faire beaucoup plus de sens que si, admettons, c'était dans un meeting. Des fois, il y a plein de gens qui parlent, il y a des notifications qui arrivent sur le côté, t'écoutais pas nécessairement qu'est-ce que la personne disait. C'est beaucoup plus facile de se perdre aussi dans les meetings et faire répéter les gens. Oui. Donc, je trouve ça très intéressant. Je vais essayer d'amener ça à l'interne aussi pour moi, ces trucs-là. Là. Puis la démarcation en début de rencontre est super importante. En fait, on devrait tout le temps avoir un espèce de petit icebreaker, tu sais, en début de rencontre pour s'assurer que les gens ont laissé derrière ce qui était derrière. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que, surtout avec le Zoom, là, les gens arrivent, ils ont encore ce qu'ils faisaient en tête, ils écoutent à moitié. Donc, on n'a pas vraiment l'attention des gens à 100%. Puis il y a tout le temps des notifications. Je veux dire, je suis en meeting, j'ai mon Slack qui sonne, j'ai mon Gmail qui a un nouveau courriel. Il y a telle personne qui a absolument besoin d'un document ou d'une donnée, quoi que ce soit. Et là, je suis dans le meeting, mais je sais que je dois y répondre. Donc là,
Le multitasking de nos jours, oui, surtout avec tous les outils qu'on a, exact. Ça devient ultra concentré. Ta concentration est tellement importante. Oui. Faut vraiment être plus, j'ai l'impression, juste le mot mindful en tête, mais... oui, conscient, conscient. Présent. Puis honnêtement, on le dit pendant une des formations que le multitasking, c'est quelque chose qu'on a développé puis qu'on pense qui nous rend plus efficace, mais on essaie de repopulariser le mono. Ouais. Le monotage, faire une tâche à la fois. Là, je me permets de dire une autre dernière chose par rapport à ça, c'est le biais Zeigarnik qu'on apprend aux équipes de travail. Le biais Zeigarnik, c'est en fait la propension d'un humain à garder plus en tête les tâches qui n'ont pas été terminées que les tâches qui ont été terminées. Donc, les études ont été faites sur des enfants, des plus jeunes qui devaient accomplir plein de petites tâches. Puis là, ils commençaient une tâche, ils en commençaient une autre, ils en finissaient une, ils en recommençaient une autre. Et une semaine plus tard, quand on leur demandait « Qu'est-ce que tu as fait pendant cette journée-là? » ils se rappelaient 3 fois plus des tâches qu'ils n'avaient pas terminées. Et donc, c'est ça qui arrive quand on commence notre journée puis qu'on commence plein de petites choses, mais qu'on ne termine pas. Ça reste en tête. En surface dans notre tête, comme si j'ai pas terminé. C'est un peu ce qui arrive aussi quand on écoute une télésérie puis qu'on a vraiment hâte d'écouter la suite. Donc, c'est le biais Zeigarnik qui est « j'ai l'impression que je n'ai pas terminé, faut que je sache qu'est-ce qui va se passer, faut que j'aille finir. » Donc, j'invite tout le monde à finir. Les tâches qui se terminent rapidement, faites-les au complet. Ouais. Tu sais? Puis est-ce qu'admettons, parce que j'ai déjà entendu aussi, que le cerveau... c'est totalement... On dit que les femmes sont meilleures à faire plusieurs choses à la fois, mais en tant que tel, en tant qu'humain, notre cerveau n'est pas fait pour faire 10 milliards de choses en même temps. Et l'impact de changer de tâche sur ton cerveau fait en sorte qu'il va travailler beaucoup plus que si tu étais juste concentré pendant une longue période de temps sur la même chose, puis ensuite tu passes. Donc, ton niveau de concentration et de productivité va être optimisé quand tu fais juste une seule tâche et tu ne déroges pas. Oui. Mais de nos jours, on est un peu partout, tous en même temps. Mais... le biais Zeigarnik. J'avais entendu aussi que, je ne sais pas si c'est relié en tant que tel, mais le biais de négativité. Comme on est beaucoup plus enclin en tant qu'humain aussi à se rappeler des choses négatives qui ont été dites positifs. Ouais. Donc, j'imagine qu'on peut lier ça à peu près comme dans le milieu du travail naturellement, parce que quand ton gestionnaire va te faire un commentaire sur quelque chose que tu as oublié ou une chose qui a un petit peu moins bien été, mais qu'ensuite il vient renforcer ça avec qu'est-ce qui s'est bien passé pendant la semaine. Ouais. Les chances sont que la chose dont tu vas te rappeler, c'est qu'est-ce qui s'est mal passé plutôt de qu'est-ce qui s'est bien passé. Tout à fait, oui. Puis quand, en tant que gestionnaire, là, je vais aller un petit peu dans un autre sujet, mais on reviendra à la semaine de 4 jours après. Mais quand tu es gestionnaire et que tu dois donner du feedback à ton employé, c'est quoi la manière la plus optimale de le faire, justement, pour pas un peu qu'on tombe dans ce biais, justement, de négativité, de juste rester pris sur ce qui c'est le plus constructif, disons? Oui, mais en fait, nous, on dit aux gestionnaires qu'on accompagne de boycotter la méthode sandwich. Donc, la méthode sandwich étant un compliment, un feedback négatif ou constructif et un positif. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui peuvent arriver. Soit l'employé va se rappeler de la première et de la dernière impression, donc va juste se rappeler du positif, donc ton négatif est pas du tout passé. Ou l'inverse, l'employé va penser que tu es un peu hypocrite parce que tu as inventé quelque chose de positif et tu as inventé quelque chose de positif à la toute fin aussi pour, dans le fond, faire passer le milieu du sandwich. Donc, ça, dans tous les cas, nous, on dit c'est pas la bonne méthode. La première chose à savoir, c'est que un employé, une personne va se rappeler plus souvent du négatif que du positif et les études montrent que pour des employés plus engagés, il faut plus souvent des commentaires positifs. C'est aussi parce qu'un employé ou une personne, en fait, les forces que l'on a ont plus de facilité à devenir plus fortes si on travaille dessus que si on se met à travailler sur les choses, nos défauts, par exemple, on devient plus fort, on devient plus facilement fort où on est déjà fort. Donc, de se dire, je devrais travailler sur ce défaut-là, c'est pas que je veux pas que tu travailles sur tes défauts, mais t'es mieux d'y aller avec tes qualités. Parce que tes qualités, c'est ce qui font de toi, qu'est-ce que toi, tu es, puis tu sais, t'aimes ça, donner des entrevues sur le balado. T'es bonne pour le faire. Ben, tu pourrais aussi devenir vraiment une meilleure gestionnaire de projet je sais pas moi, de télécom, mais si c'est pas ça qui t'intéresse, tu vas pas nécessairement devenir super bonne là-dedans. Donc, on essaie d'apprendre aux gestionnaires de, premièrement,
donner plus de feedback positif et du vrai feedback positif. Pas juste comme « c'était donc bien beau ta présentation ». C'est plus comme « hey, pour vrai, la diapositive numéro 3, j'ai trouvé ça tellement pertinent, peux-tu me le remontrer? » Ça, c'est du feedback positif de qualité qui va aller pousser à la motivation intrinsèque de la personne. Fait que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y en a des fois du feedback constructif qu'il faut donner. Fait que comment le donner? Donc, on a développé un feedback framework qui fait en sorte que chaque feedback constructif est un petit peu plus long à donner, mais met la balle dans le camp de l'employé pour qu'il puisse nous expliquer ce qui s'est passé. Parce que souvent, avant de donner un feedback constructif, on n'est pas dans la tête de l'employé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je vais prendre l'exemple aussi banal que quelqu'un que ça fait 3 fois qu'il arrive en retard à une rencontre, puis il faut que tu y fasses le feedback. Tu pourrais tout simplement dire « Hey, t'es arrivé en retard, ça ne devrait pas arriver, s'il te plaît, arrange-toi la prochaine fois pour arriver à l'heure. » Mais tu perds l'opportunité d'en apprendre un petit peu plus sur ton employé puis de comprendre ce qui s'est passé. Donc, de dire, Juliette, ça fait 3 fois que tu arrives en retard, donc de commencer par la situation. Ce qui est arrivé, pas nécessairement des émotions, mais les faits. Ça fait 3 fois que tu arrives en retard à notre rencontre d'employés. Et là, d'y aller dans la curiosité. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ton genre. Qu'est-ce qui arrive? Et là, selon ce que la personne va répondre, on va quand même potentiellement changer notre discussion de ce qu'on s'était mis en tête comme plan de match, mais on va aller passer à l'impact après. Écoute, l'impact que ça a, Juliette, c'est que nous, on trouve ça tellement pertinent ce que tu as à dire dans nos rencontres, mais là, le fait que tu arrives en retard, il faut tout qu'on te réexplique ce qui a été dit dans les 20 premières minutes, donc on perd un peu du temps. Puis ultimement, je te sens moins présente, puis moi, j'aime ça quand tu es présente parce que ce que tu dis dans les rencontres, ça amène tout le temps un petit peu plus de créativité. Donc, on va y aller avec l'impact de ce qui est arrivé et finalement, on va y aller avec un engagement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne? Tu sais, j'imagine qu'on va pas nécessairement aller dire on va changer de meeting à cette heure-là, mais si la personne nous a carrément dit ma petite fille, elle va à une garderie à 50 minutes de chez nous, je le sais pas moi, puis c'est plus difficile pour moi d'arriver à l'heure depuis quelques semaines, oui, peut-être qu'on pourrait changer le moment de cette rencontre-là qui ne fonctionne plus avec cette personne-là. Mais peut-être aussi que on va tout simplement apprendre que dans son intégration, elle savait pas que c'était si important que ça, ou je sais pas, tu sais. Donc, on va aller juste dire, hey, chez nous, c'est vraiment important, on travaille juste 4 jours par semaine, on aimerait que tout le monde arrive à l'heure, sinon ça marche pas du tout. Et là, la personne qui va dire, parfait, j'entends. C'est intéressant parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui la partie difficile, c'est de donner le feedback constructif. Parce qu'en même temps, tu veux pas blesser la personne, tu veux pas nécessairement qu'elle devienne en mode défensif, qu'elle le prenne personnel. Puis le fait d'avoir justement les faits, qu'est-ce qui se passe, poser la question, puis être réellement intéressé à qu'est-ce que la personne a à dire, qu'est-ce qui se passe, au lieu d'assumer certaines choses qui sont peut-être pas vraies. Puis ensuite, parler de l'impact et l'importance de cette personne-là. Pourquoi c'est important qu'elle soit là. Je trouve ça vraiment, vraiment pertinent, justement, parce que ça fait sentir que l'autre personne aussi, elle est importante, puis qu'il y a une raison à laquelle elle devrait être là, puis que tu cherches aussi à la comprendre, ça vient faire un bon compromis, tu sais. Tout à fait. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent pour les gestionnaires qui écoutent ça en ce moment, d'appliquer cette méthode-là et d'essayer de voir la différence, en fait, quand tu dis, quand tu donnes du feedback d'une certaine manière versus avec ce framework-là. Oui, parce que, tu le sais, si on donne un feedback négatif, est-ce que tu vas vraiment avoir le goût de changer ça quand tu en restes... Il y a des gens qui recevront un feedback, là, c'est l'équivalent d'avoir un grizzly qui te court après. Là. Ça vient attaquer ton ego directement, ton identité, tu te sens pas bon, tu te sens pas bonne. Donc, si justement, il est structuré différemment pour te ramener à l'impact que tu peux avoir positivement sur l'entreprise, il y a plus de chances que la personne ait envie de changer ce comportement-là. Donc, on dit souvent, est-ce que vous êtes capable de structurer un feedback pour qu'il motive la personne à changer plutôt que d'écraser la personne? Mais je pense que ça fonctionne bien. Même toi, tu m'en parlais, j'étais tellement into it, j'étais comme, oh my God, recevoir un feedback comme ça, je pense que ça me ferait vraiment plaisir, puis je voudrais changer autant pour la personne que pour moi. Oui, exact. Puis, parlons de changer, en fait, parce que je pense que l'un des défis auxquels je peux penser pour la semaine de 4 jours dans les entreprises, c'est... Parce que Boîte-Pack était relativement nouvelle, je pense, lorsqu'elle a été implémentée la semaine de 4 jours. C'était dans sa 2e année d'activité. Mais s'il y a des entreprises, admettons, qui sont plus vieilles, donc en fond, qui sont en opération depuis des années, qu'ils ont la semaine de 5 jours, que ça a toujours fonctionné comme ça, un petit peu appel à la tradition,
comment est-ce qu'on peut venir rassurer les personnes qui viendraient mettre ça en place et pour qui, dans leur tête, ça peut pas fonctionner parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont à la semaine de 5 jours, il y a trop d'employés pour que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut les aider à comprendre le concept? Oui, c'est vraiment une bonne question. On a fait passer une entreprise yukonaise à la semaine de 4 jours. Donc, on parlait littéralement avec eux. Ils étaient au Yukon. Okay. C'est une organisation qu'on appelait Dinosaure. Donc, une vieille organisation où il y avait... je sais même pas comment l'expliquer, là, mais il y avait même pas de chat interne. Ils s'envoyaient des courriels pour prévoir un événement. OK. Donc, c'était vraiment dinosaure, mais ils voulaient vraiment passer à la semaine de 4 jours. Certains étaient réfractaires. Ce qu'on a fait avec eux de différent, c'est que premièrement, on a toujours un sondage en début de parcours. Un sondage où on va aller poser des questions aux employés pour savoir c'est quoi qui t'excite le plus de la semaine de 4 jours, mais c'est quoi qui te fait le plus peur de la semaine de 4 jours. Et les gens, ils mentent pas à ce moment-là. C'est les consultants qui vont les aider à faire le changement, qui leur posent la question. Donc, les gens sont super généreux dans leurs réponses, puis ils vont vraiment être super sincères. Donc, déjà là, on a beaucoup de réponses et on prend les indicateurs, beaucoup d'indicateurs de bien-être en début de parcours. Donc, comment, en ce moment, sur 10, ton état de stress, ton niveau de stress, ton niveau d'équilibre familial et personnel et professionnel, ton niveau de créativité au travail, ton niveau de productivité. Et après ça, on rentre dans la phase test. Et une entreprise comme celle-là, qui est plus ancienne, ça ne va pas être une phase test de 3 mois, ça va être une phase test de 6 mois, pour la simple et bonne raison que il était un petit peu trop archaïque comme entreprise. Et donc, ils ont eu, comme toutes les autres entreprises, la formation sur les techniques de productivité, sur comment être plus efficace dans les réunions, etc. Et on a une formation gestionnaire qui est vraiment axée sur comment gérer le changement à l'interne. Donc, comment chaque gestionnaire peut aider ses employés à faire le changement. On a eu dans cette organisation-là 2 employés qui avaient du mal à faire la transition. Et donc, qu'on a épaulé plus étroitement. Donc, on a eu des discussions plus face à face avec ces personnes-là pour voir qu'est-ce qui fait en sorte que tu es plus réfractaire? Pourquoi est-ce que tu tiens vraiment? Puis on se rend compte en fait que dans cette organisation-là, il était 50, il y en avait 2 pour qui c'était plus difficile, puis qu'en fait, quand on leur demandait sincèrement, eux tenaient à rester à 5 jours en fait. Puis on s'est mis à un peu plus nuancer. C'est la semaine de travail réduite. À ce moment-là, est-ce que pour toi, ça serait plus approprié de réduire tes journées, de faire des plus courtes journées, donc une semaine de travail réduite, de faire des journées de 5 ou 6 heures, par exemple, et de travailler du lundi au vendredi. Et donc, ces 2 personnes-là qui étaient vraiment habituées de faire leurs tâches de cette façon-là, puis qui n'avaient pas nécessairement envie de changer, ont pu avoir un traitement différent, j'ai envie de dire. Mais pour la plupart, les autres, ce qu'on leur dit, c'est faites juste l'essayer, c'est une phase test. Puis la plupart des gens sont surpris, en fait. Quand tu te mets à le tester, puis à l'essayer, puis d'avoir un vendredi de congé, tu finis par aimer ça, puis te rendre compte de tous les changements que ça va faire dans ta vie personnelle et professionnelle. T'sais. Mais oui. Ben c'est sûr, je veux dire, comme puis j'en parlais, ce qui est drôle, c'est que la semaine dernière, j'avais cette discussion-là avec mes amis. J'étais comme, tu sais, avoir le samedi et dimanche de congé, c'est tout. Le samedi, tu le prends pour récupérer de ta semaine. Le dimanche, t'es déjà en train de planifier ta semaine. Donc, entre les deux, au final, il n'y a pas vraiment de pause. Comme ton cerveau continue toujours autant à rouler, tandis que si tu avais congé le vendredi, tu as le vendredi pour te remettre du reste de ta semaine. Le samedi, c'est ta vraie journée de congé que tu peux vraiment faire « Ah, je suis en congé demain. Hier soir, je pouvais sortir aussi parce que naturellement, j'ai pas travaillé nécessairement. Le samedi, c'est pour moi. Puis là, le dimanche, tu peux commencer à planifier ta semaine. » Oui. Oui. Le rêve. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est une aussi grosse révolution, la semaine de 4 jours. C'est qu'en fait, les normes de travail sont tellement rigides. C'est la révolution d'un cadre qui fonctionne depuis 100 ans. 100 ans, alors qu'il y a eu tellement de technologies qui ont explosé puis qui sont présentes dans nos vies. Donc, on vient changer. On vient de passer de 5 jours de travail et 2 jours off à 4 jours, puis ici 3 jours. Donc, on rééquilibre. Pour moi, on devient un peu moins des esclaves du temps moderne, puis on devient un peu plus on peut un peu plus s'explorer. Puis, j'ai envie de te parler d'un petit livre que j'ai lu. C'est un essai de Céline Lamy. C'est un essai québécois. Céline Lamy, qui est une
une pédopsychiatre qui dit pédopsychiatre punk. Elle a écrit le livre Le drame des enfants parfaits pour une permaculture de l'enfance. Là, j'ai l'air de parler quelque chose de vraiment pas rapport, mais ça s'en vient, la corrélation. C'est qu'elle parle des enfants qu'on essaye de plus en plus d'élever tous de la même façon. On les met dans des cadres super stricts, soit dans les garderies, même à l'école, puis on va aller leur demander là, des performances vraiment là, tout de suite, puis ils vont tous avoir le même parcours. Et elle parle de permaculture pour que, ultimement, on n'ait pas des enfants qui ressemblent à toutes des cocombes pareilles, mais qu'on ait des petites tomates ancestrales une fois de temps en temps. Donc, si justement, on arrête d'avoir des cadres aussi rigides, les enfants vont pouvoir développer leur unicité, leur individualité, leur identité. Moi, ça me fait franchement penser au marché du travail. C'est un cadre très strict, très homogène, qui fait en sorte qu'on a un horaire strict, 9 à 5 jours par semaine. C'est difficile pour un humain de s'explorer dans ce cadre-là. Et en donnant une journée supplémentaire, on dirait que ça bouscule tout le reste. On a le temps de s'explorer le vendredi ou le samedi. On a beaucoup plus l'espace. Puis ça profite à tout le monde parce que quelqu'un qui est plus épanoui, plus heureux, plus unique, va l'être au travail aussi, va être plus créatif, va être plus elle-même, tu sais. Ben c'est sûr. Puis en même temps, je veux dire, comme plus tu as le temps pour toi, plus tu peux aller explorer aussi justement ton développement personnel, tes besoins, tes intérêts. Parce qu'on s'entend, oui, là, on passe littéralement la majorité de notre temps au travail de nos jours. Mais ensuite, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps pour nous-mêmes et se connaître réellement. Je veux dire, je pense pas qu'un jour, honnêtement, on va se connaître tous et chacun à 100%, mais avoir l'opportunité d'explorer tellement de différentes facettes de notre humanité, c'est ça qui est le fun aussi avec la semaine de 3 jours. 3 jours de fin de semaine. Écoute, fingers crossed. 3 jours de week-end, 4 jours de journée de travail. Puis, parlant justement des besoins personnels, comment est-ce que, en tant que gestionnaire, on peut venir encourager nos employés à autant dans leur accomplissement professionnel que personnel? Bien, moi, je pense qu'il faut leur donner cet espace-là. Nous, dans tous les one-on-one que l'on a, donc gestionnaire-employé, on commence tout le temps la rencontre par « Est-ce que tu as un clearing? » On n'a jamais trouvé de mot français pour, là, fait qu'on dit « clearing ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans ta vie, dans ta job, qui t'empêche d'être présent à 100%? Donc, on commence toutes les rencontres comme ça. Donc là, premièrement, ça permet de peut-être savoir qu'est-ce qui se passe de plus difficile à la maison ou pas. Et c'est important de demander à la personne qu'est-ce qui habite ton cerveau en ce moment. Mais de le dire que ça peut être personnel aussi. Si la personne elle a une compétition de danse en fin de semaine, je veux le savoir. Je veux le savoir parce que ça va, je veux l'encourager, je vais dire bonne chance, mais ça va peut-être impacter sa semaine. Donc, je pense qu'on gagne rien à cacher notre vie personnelle au travail. Je pense qu'au contraire, en permettant de l'amener au travail, d'en parler sans se sentir mal, on peut s'encourager entre nous, créer un bel espace. Donc, j'inviterais premièrement les gestionnaires à faire ça, en parler. Puis quelque chose de très, très concret qu'on a mis en place chez Boîte-Pack, c'est que chaque personne a un plan de développement. Si votre entreprise n'en a pas de plan de développement, faites-vous-en un. Pour vrai, c'est malade, les plans de développement. Donc, on a tous un plan de développement dans lequel on a chacun 3 objectifs de développement professionnel pour l'année. Et là, on les décortique. Là. C'est quoi les actions qui vont te mener là, etc. Puis, à la fin du plan de développement, on se donne chacun 3 objectifs de développement personnel. Puis tout le monde connaît les plans de développement, tout le monde. On est juste 5 chez nous, mais vous pourriez le faire par département dans une entreprise. Donc, tout le monde est au courant des objectifs des autres et des objectifs personnels des autres. Puis ça fait en sorte, premièrement, que moi, j'ai envie de me développer personnellement, que en tant qu'humaine, moi, Alexandra, j'ai des objectifs professionnels vraiment badass, mais j'ai des objectifs personnels vraiment cool aussi. Fait que je me sens déjà tellement plus équilibrée. Je me sens comme une personne complète. C'est pas juste je viens travailler, me fatiguer, puis après ça, je me repose la fin de semaine. C'est un peu comme, OK, j'ai mes objectifs au travail et à l'extérieur du travail. Donc, cette fluidité-là me permet d'être plus accomplie comme personne. Et donc, j'invite tout le monde à le faire.
Et par la suite, comme je disais tantôt, dans les one-on-one, on peut prendre le pouls de ces objectifs-là de temps en temps. Donc, une fois de temps en temps, dire « Hey, t'avais mis ça dans ton développement personnel, que tu voulais t'inscrire à un cours de rédaction de ton premier roman. Tu l'as-tu fait? » Et là, c'est un terrain fertile pour justement la personne qui est comme « Mon Dieu, mon employeur se soucie de ce qui se passe à l'extérieur de ma vie, puis veut que je prenne le temps de le faire, tu sais. » Je trouve que c'est vraiment... c'est le fun, puis je pense que on gagnerait à le faire plus dans les entreprises. C'est ça, mais je pense que des fois, la raison pour laquelle les gens, ou du moins les entreprises de nos jours, ont, entre guillemets, peur de parler justement des objectifs personnels, c'est que je pense qu'en quelque part, ils ont peur peut-être que ça vienne teinter la vie professionnelle et la productivité et l'aspect d'être là au travail. Je veux dire, j'avais fait une entrevue pour une entreprise que je nommerai pas, mais tu sais, ils m'avaient demandé, eux, où est-ce que je me vois dans 5 ans. Oui. Et dans 5 ans, fort probablement, j'aimerais ça vivre de mon podcast, j'aimerais ça pouvoir voyager autour du monde, faire des entrevues, être potentiellement sponsorisée par des marques et tout ça. Puis, je leur avais vraiment dit ça. Et finalement, j'avais pas eu l'emploi parce que finalement, c'était pas dans mon domaine. Mais on m'avait dit justement de pas en parler de ces choses-là. Quand tu te vois dans 5 ans, il était comme, tu sais, pour un employeur, c'est pas toujours exactement bénéfique que tu dises que tu te vois pas dans l'entreprise. J'étais comme, peut-être. Mais en même temps, je vais pas mentir sur le fait que je me vois ici dans 5 ans quand je compte même pas le faire. Ça va revenir à la même chose. Juliette aurait été engagée, elle serait restée probablement 3 ans. Puis c'est ça qui arrive aussi, qu'il faut qu'on se fasse à l'idée que nos parents restaient peut-être 40 ans dans la même job. Exact. Mais nous, on bouge beaucoup plus. Puis je pense qu'il faut pas avoir ce réflexe-là de vouloir attacher nos employés. Je comprends qu'on veut augmenter la rétention, on veut garder nos employés le plus qu'on peut, mais si ils ne s'épanouissent plus chez nous, il faut les laisser aller, puis qu'ils aient trouvé une autre entreprise, ils vont pouvoir plus s'épanouir. Ouais. Mais je pense que de nourrir les objectifs personnels font en sorte que la personne va être plus heureuse. Puis une personne plus heureuse et plus engagée au travail aussi. Si on a une personne qui est déprimée parce que dans sa vie personnelle, il se passe rien, je pense pas que c'est la personne la plus motivée nécessairement au travail. Donc, je pense que c'est des raccourcis qu'on fait des fois en se disant on parlera pas de la vie perso, comme ça, on est sûr qu'elle va passer tout son temps là, sur notre job, mais c'est pas ça qui va arriver là, de toute façon. T'sais. Exact. Puis en même temps, je trouve que ça vient teinter aussi l'aspect de confiance envers l'employeur et l'employé. Je veux dire, les bases de nos relations interpersonnelles, c'est la confiance qu'on a envers l'autre. Oui. Tu sais, on peut pas avoir une bonne base et une bonne relation si on se sent pas écouté, supporté et qu'on peut se confier en fait à notre gestionnaire. Parce qu'on s'entend, la personne pour laquelle, en général, on va le plus interagir, c'est la personne qui est au-dessus de nous, en général, et tout avec qui on parle le plus, à cœur ouvert, si je peux dire, tu sais. Exact. Donc, je comprends qu'on faut pas faire non plus des rencontres complètes à parler de ça, mais je pense sincèrement que si la personne peut être... Tu sais, on n'est pas 2 personnes, une personne à la maison, une personne au travail. Donc, si on invite les gens à être eux-mêmes, c'est qu'on accepte qu'il se passe quelque chose à la maison puis qu'ils vont le ramener le lendemain au travail, mais qu'inversement, ils vont peut-être parler à leur souper d'amis de leur travail puis ils vont en parler positivement parce qu'ils ont des expériences positives. Ouais. Ça vient de me faire penser à quelque chose. C'est dans le sujet, mais en même temps, c'est un peu hors sujet, mais je sais pas si t'as entendu parler de l'émission Severance. Non? C'est... bon, malheureusement, c'est juste sur Apple TV, donc si t'as pas Apple TV, tu peux pas le regarder, mais c'est une série que j'ai absolument adorée. Et le concept, en bref, c'est que ta vie au travail et ta vie personnelle sont entièrement séparées. Donc, dès que tu franchis la porte de ton bureau, t'oublies tout ce qui est dans ta vie personnelle. J'ai donc, vu le trailer, j'ai vu. Exact. Oui. Exact. Fait que tu vas tout oublier ce qui se passe dans ta vie personnelle. Peut-être. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'est une série absolument fabuleuse, honnêtement. Exactement, parce que tu vois l'impact entre le fait d'être une certaine personne au travail, puis ensuite, tu sais pas du tout ce que tu fais pour le travail dans ta vie personnelle et vice-versa. Et à un moment donné... On t'efface la mémoire, carrément? Moi, t'as comme une puce, en fait, dans le fond, puis dès que tu vas passer les portes de ton bureau, t'oublies. Donc, tu connais tes collègues au travail, mais tu t'en rappelles pas dans la vraie vie, mettons. Donc là, après ça, vient toute l'histoire de... l'impact de, justement, vouloir être autant productif au travail, vouloir tout oublier, ne pas avoir d'émotions versus la personne que t'es dans la vie personnelle. Ouais. Tu peux pas, à un moment donné, être dissocié, même si c'est dissociation, je pense, en plus, le nom en français. En français. Mais bref, j'avais trouvé ça tellement intéressant par rapport à notre marché du travail en ce moment, parce qu'en même temps, c'est un petit peu une critique sociale aussi que ça faisait sur
le marché. Oui, donc sur la pression qu'on a de ne pas être trop soi-même au travail, en fait. De ne pas trop montrer nos émotions, exactement. de ne pas trop amener... oui, puis c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on a profondément appris puis qu'on doit déconstruire. Mais c'est difficile. Tu sais, nous, on est 5 à travailler là-dedans, puis des fois... Mon ami est associé. L'autre fois, ses enfants n'ont pas dormi vraiment pendant... Elle en a 3, là. Fait que, tu sais, des fois, il y en a un qui dort pas, puis après c'est l'autre, puis après c'est l'autre. Fait qu'elle, elle était complètement épuisée. Mais on dirait qu'elle n'osait pas en parler. Puis c'est au détour d'une discussion que j'ai commencé par son chum, c'est mon ostéo. Fait que j'en ai parlé. Puis lui, il m'a dit que Milan dormait pas. Fait que j'en parle avec Judith. Puis je dis, mais pourquoi tu l'as pas dit à la rencontre d'équipe de lundi quand on a fait les clearings? Puis elle était comme, ah, c'est vrai, j'aurais dû vous le dire. Elle était complètement exténuée. Puis, mais on doit continuer parce que je dis, je vais jamais te voir de façon moins professionnelle parce que tu m'as dit que tes enfants n'ont pas dormi. En quoi est-ce que c'est ta faute? Exact. Tu sais, mais on sent, surtout en tant que femme, qu'on doit double down, être vraiment là, tout le temps sharp, tout le temps de bonne humeur, tout le temps énergique de la même façon. Mais en quoi est-ce que c'est vrai? Puis comment on va s'épuiser à le faire comme ça? Donc, d'être 100% quand tu files 100%, vas-y, là. Mais quand que t'es dans tes règles, puis t'as le goût de faire du télétravail, puis d'avoir ta bouillotte sur ton ventre, vas-y, tu sais. C'est ça, c'est vraiment l'équilibre. Puis je veux dire, je pense que c'est comme ça pour tout le monde parce qu'on veut pas être vu comme étant moindre ou moins important, admettons, pour l'entreprise pour laquelle on travaille parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, mais on est tous humains. Oui. On a toujours des moments où on va être plus productif, on a des moments où ça va moins bien aller. Puis justement, comme tu viens de l'apporter en tant que femme, je sais que le cycle, en fait, de travail qu'on a en ce moment sur une journée de 24 heures, c'est basé sur le cycle hormonal masculin. Oui. Mais c'est pas celui des femmes. Donc, juste le fait aussi d'avoir cette possibilité de travailler selon notre cycle, parce qu'à chaque moment de notre cycle aussi, il y a des moments qui sont plus optimal. Mais c'est ça. Donc, en tant que tel, la semaine de 4 jours, je pense que ça vient aussi un peu relié à ça, considérant que si c'est à chaque vendredi, on change tout le temps de phase. Et admettons, tu peux tomber dans ta semaine, dans ta phase lutéale un vendredi, tu vas pouvoir plus gager tes affaires, comment tu te sens. Donc, oui, mais c'est drôle, on a fait une publication à un moment donné sur ça, la révolution de l'horaire de travail. Puis, on essaie d'amener les entreprises à avoir un peu une vision différente là, de l'horaire de travail. Puis de peut-être permettre un peu plus de flexibilité. Nous, on a un canal Slack qui est privé entre juste les filles, puis ça s'appelle cycle menstruel. Puis on se demande souvent, on est rendu où dans notre cycle? Puis les semaines où, justement, tu as besoin de ta bouillotte, ben on va pas obliger de venir au bureau, on va permettre plus de télétravail. Puis les semaines où, justement, on se sent vraiment badass puis qu'on a le goût d'avoir plus de rencontres clients, on se le partage entre nous, tu sais. Fait qu'on peut se dire comment je vais aller à des événements cette semaine, je me sens vraiment bien, énergique. Donc, je pense que tout le monde profiterait, bien, surtout en fait les femmes, là, mais les hommes en profiteraient parce que, justement, il y aurait droit au meilleur de chacune de nous, là. Mais oui, 100%. Puis, tantôt, tu demandais qu'est-ce que les gestionnaires peuvent faire pour amener plus le bien-être des employés puis le côté personnel. Puis je pense que ça peut avoir un grand impact aussi de savoir demander, pas nécessairement t'es rendu dans ta phase de cycle menstruel, mais plus de flexibilité, en fait, par rapport à l'horaire de travail. Donc, si c'est pas le 4 jours, ça pourrait tout simplement être d'avoir une politique de déconnexion. Nous, on en a une en place, donc on n'a pas le droit, entre guillemets, de s'écrire avant 7 heures le matin et après 5h30 le soir. Donc, ce que ça fait, c'est pas que tu n'as pas le droit de travailler avant ces heures-là ou pas le droit de travailler après, mais tu n'as pas le droit d'envoyer à tes collègues ou à des clients. Tu programmes l'envoi à un autre moment. Puis ça fait en sorte que moi, je peux commencer à travailler le travail à 7 heures puis de finir à 3 heures. Catherine va commencer peut-être à 9h30, puis elle va finir à 5h30. Donc, la flexibilité dans l'horaire de travail peut faire en sorte que beaucoup de personnes pourraient plus s'épanouir personnellement et professionnellement parce que on le sait, la réalité, c'est qu'on ne le sait pas. C'est quoi la vie des autres? Comme, justement, Catherine, sa petite fille, elle va à une garderie qui est plus loin. Elle est à Verdun. Nos bureaux sont dans le Milex. Donc, pour elle, venir tous les jours au bureau, c'est pas possible. En fait, ça serait pas le fun du tout. On n'aurait pas le droit à la meilleure Catherine parce que c'est 45 minutes de transport matin et soir, tu sais.
Donc, je pense que cette flexibilité-là, de connaître ton équipe, de connaître ses besoins, d'avoir cette ouverture-là, ça peut être vraiment positif. Oui, effectivement. Puis je veux dire, tu l'as si bien dit, là, en tant que femme, souvent, de un, on a notre cycle, on a ces certaines expectations qui sont aussi avec venir au travail, être productive, tout le temps sourire, tout le temps avoir l'air top shape. Mais je regarde l'heure et justement, on parlait des femmes et tout. Puis je trouve que ça mène super bien à la dernière question que je pose à toutes mes invitées, en fait. Puis, toi, c'est quoi qui te rend fière d'être femme en général? Beaucoup de choses. En fait, je pense que je trouverais ça très difficile d'être un homme. Parce que, en fait, c'est comme attendu des femmes qu'on soit proche de nos émotions, qu'on soit aligné sur nos valeurs. Je trouve que j'arrive en tant que femme à valser entre mes différents chapeaux de vie, mère, amie, gestionnaire, d'une façon super fluide parce que c'est attendu de moi que je sois alignée sur mes valeurs. Puis c'est comme si j'ai le droit. Je trouverais ça plus difficile d'être un homme parce qu'en fait, on dirait que c'est plus attendu par rapport à la masculinité toxique, qu'on montre moins ses émotions, qu'on soit dans la force tout le temps. Donc, je dirais ça. J'ai lu, encore une fois, je la cite, Sonia Lupien, dans un de ses livres, qu'en fait, le stress, lorsqu'un homme est stressé et qu'il est en compagnie d'un autre homme, son stress va être soit augmenté, soit rester le même. Une femme qui est stressée puis qui va avoir un homme qui va être en sa compagnie va voir son stress augmenter. Une femme en compagnie d'une femme va voir son stress diminuer. Et un homme en compagnie d'une femme va voir son stress diminuer. Donc, le dénominateur commun du stress diminué, c'est la femme. On a un pouvoir extraordinaire pour réduire le stress d'un humain, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et je pense que c'est parce qu'on n'a justement pas peur de la vulnérabilité, parce qu'on est capable de faire du bien d'un seul regard ou d'un seul pep talk à une personne pour les ramener puis les faire sentir mieux. C'est ultra intéressant ce que tu dis, honnêtement, parce que ça doit être quelque chose d'hormonal ou comme biologique, pourquoi ça arrive, mais c'est tellement vrai. Oui. Parce que même moi, je veux dire, comme dans une situation, être entourée de mes meilleurs amis, si je suis stressée, mon niveau de stress diminue automatiquement. Parce que je sais qu'ils sont là pour moi, ils sont là pour m'écouter, ils sont là pour m'épauler, et je le sais que peu importe ce qui arrive après, ben ils sont là pour moi. Oui. Donc, très intéressant. Je pense que ça va être un bon segment, ça, si jamais on met, quand on va mettre l'épisode en ligne. Mais écoute, Alexandra, est-ce qu'il y avait certaines choses que tu aimerais nous partager avant de quitter ou ton petit dernier mot de la fin, peut-être? Mais je pense que j'ai juste pas dit la mission de Boîte Pack tantôt, puis je l'ai pas nommée. Ben oui. Donc, la mission de Boîte Pack, c'est de défier le statu quo en améliorant l'impact des entreprises sur les humains et sur la planète. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le B Corp puis qu'on est aussi dans la semaine de 4 jours, c'est qu'on a l'impression que ces deux choses-là vont augmenter l'impact des entreprises sur les humains et sur la planète. Ouais. Ben écoute, de tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, honnêtement, j'ai aucun doute que Boîte Pack participe à la révolution qu'on voit dans le milieu du travail et que les prochaines années vont être très différentes que les années précédentes qui viennent de passer. Donc, j'ai super hâte de voir où tu vas aller avec Boîte Pack et toute votre entreprise. Donc, merci encore d'avoir participé au podcast. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci, Juliette. C'était vraiment un plaisir aussi.